Bonjour mes élèves de 4e, nous revoilà ensemble pour poursuivre notre parcours sur la reproduction. Nous étions donc dans le chapitre sur le fonctionnement des appareils reproducteurs de l'homme et de la femme. Pour retrouver la suite, il faut à nouveau se diriger sur le superbe site de Madame Dussert qui est disponible à partir du lien madamedussert.fr. Lorsque vous aurez mis dans votre moteur de recherche madamedussert.fr, vous allez tomber sur cette page. Donc, les cours de Madame Dussert. Il va falloir aller dans cours 4e, thème 3. Ensuite, on va dans thème 3 parcours 4. Et on va retomber sur notre chapitre. Nous avons vu précédemment le grand A, devenir apte à se reproduire. C'est les rappels sur la puberté. Nous avons vu le grand B, produire des spermatozoïdes, qui nous a permis de découvrir l'appareil reproducteur de l'homme et son fonctionnement. On a donc découvert que l'appareil reproducteur de l'homme, à partir de la puberté jusqu'à sa mort, allait produire des centaines de millions de spermatozoïdes par jour en continu. Nous avons découvert le grand C, produire des ovules. Ça nous a permis de savoir comment fonctionnait l'appareil reproducteur de la femme et de quels organes il était constitué. Donc cet appareil reproducteur, contrairement à l'appareil reproducteur de l'homme, ne fonctionne pas en continu. Il va fonctionner de façon cyclique, c'est-à-dire que lui, une fois par cycle, qui dure en moyenne un mois, on va dire 28 jours pour être plus précis, et bien une fois par cycle, on va avoir libération d'une seule cellule reproductrice, d'un seul ovule. Et cela à partir de la puberté jusqu'à la ménopause, puisqu'à partir d'environ 55 ans, eh bien, dans les ovaires de la femme, le stock d'ovules a été épuisé et donc la femme ne pourra plus libérer d'ovules. Nous attaquons donc à présent un nouveau chapitre qui va s'intituler la formation d'un nouvel être humain. Il faut donc une nouvelle double page, rien à gauche, rien à droite, et écrire bien évidemment sur la page de droite de son cahier. Vous pouvez mettre pause pour noter votre titre. Ensuite, nous écrirons le grand A, l'union d'un spermatozoïde et d'un ovule. Avec ce grand A, il y a notre activité, identifier les conditions d'union d'un spermatozoïde et d'un ovule. Avec cette activité, il y a une vidéo associée qui est très bien. Je vous conseille de cliquer dessus et d'aller voir. C'est une vidéo sur YouTube qui montre en reconstitution 3D la rencontre justement de spermatozoïdes qui ont été libérés dans le vagin de la femme jusqu'à leur rencontre avec l'ovule. Et vous allez voir que c'est un véritable périple. Vous avez aussi pour vous aider ici des animations, la fécondation et les premières étapes de la vie. On peut les regarder ensemble. Et je vous conseille bien sûr ensuite de cliquer vous aussi pour aller voir d'un peu plus près. Ici, vous devez reconnaître l'appareil reproducteur de la femme. À présent, on connaît les différents organes. On repère ici l'orifice génital, ici le vagin, au fond du vagin le col de l'utérus, ici l'utérus avec sa paroi qu'on appelle la muqueuse et ses muscles. On repère les trompes, la trompe de droite, la trompe de gauche, puisque je vous rappelle que c'est l'effet miroir, c'est inversé. À la fin des trompes, une espèce de petit entonnoir qu'on appelle le pavillon, et bien sûr, l'ovaire gauche et l'ovaire droit. On sait qu'une fois par cycle, donc une fois au cours de 28 jours, eh bien, l'ovaire, soit celui de droite, soit celui de gauche, va faire mûrir un ovule, c'est-à-dire que l'ovule se situe à l'intérieur de ce petit sac qu'on appelle un follicule, et une fois qu'il est mûr, il va être libéré. S'il y a rapport sexuel, c'est ce qu'on voit ici, puisqu'il y a un petit spermatozoïde, alors en vérité, il y en a des centaines de milliers qui approchent. Eh bien, un spermatozoïde va pouvoir fusionner avec l'ovule, et ensuite, on voit qu'un ovule se transforme en cellule œuf, et on va voir qu'après, progressivement, au fil des jours, donc là on doit être au 4e jour de grossesse à peu près, au 5e jour, au 6e jour, eh bien, la cellule œuf poursuit sa division. On a un embryon de plusieurs dizaines de cellules qui va venir s'accrocher dans l'utérus. Une fois qu'il est accroché, donc là, on assiste à ce qu'on appelle la nidation, c'est-à-dire qu'il s'est accroché définitivement dans l'utérus pour les 9 prochains mois.
Une fois qu'il est accroché, eh bien, donc la paroi de l'utérus ici est en noir, eh bien, progressivement, il va continuer son développement, passer d'un embryon à un fœtus, on le verra un petit peu plus tard, et puis il va continuer sa croissance. Et au cours des derniers mois, eh bien, le fœtus grandit énormément, et pour s'adapter, eh bien, vous voyez qu'ici, l'utérus est extensible et il va s'étirer progressivement à l'intérieur du corps de la femme pour permettre au bébé, au fœtus, de se développer correctement. Pour résoudre notre activité, il va falloir le logiciel qu'on a utilisé la dernière fois, c'est-à-dire le logiciel sur les cycles féminins. Ce logiciel, vous pouvez à nouveau le télécharger. Donc moi, il apparaît ici dans ma barre de téléchargement. Et vous pourrez cliquer dessus pour l'utiliser. Je fais d'abord apparaître notre activité. Donc notre activité s'intitule 4e thème 2, numéro 6, argumenter sur les conditions de fécondation. À la puberté, l'homme et la femme sont capables de se reproduire entre eux et de donner naissance à un nouvel individu. Ce que l'on va chercher à résoudre, comment se réalise la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde. Consigne. Voici un texte, un extrait d'Échille. Échille, c'était un individu qui vivait au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et il avait écrit « Ce n'est pas la mère qui engendre ce qu'on appelle son enfant. Elle n'est que la nourrice du germe versé en son sein. Celui qui engendre, c'est le père. La femme, comme dépositaire étranger, reçoit d'autrui le germe, et s'il plaît aux dieux, elle le conserve. » Échille pensait donc que la femme servait uniquement au développement du fœtus, c'est-à-dire elle permettait la grossesse, donc elle allait permettre à l'embryon de se développer, de grandir à l'intérieur de son corps. Il pensait que l'embryon provenait au départ du père et que c'était le père qui l'avait déposé lors du rapport sexuel à l'intérieur de l'appareil reproducteur de la femme. Et elle allait servir de nourrice, c'est-à-dire que c'est elle qui allait lui permettre de se développer, de le nourrir durant les 9 mois, mais ce n'était pas elle qui l'avait formé. Bien sûr, nous, on doit prouver qu'Échille se trompait. Et pour ça, on doit utiliser le logiciel reproduction qu'on vient de télécharger il y a un instant. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser le logiciel tout seul, donc d'aller cliquer sur la partie, je vais vous montrer, d'aller cliquer sur la partie rapport sexuel. Ce logiciel va nous permettre d'imaginer un rapport sexuel au cours du cycle de la femme et de voir dans quelles conditions on peut obtenir un embryon. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on doit pouvoir compléter notre fiche d'activité. Je vous propose d'essayer de le faire tout seul. Je vous rappelle qu'il vaut mieux essayer et de se tromper plutôt que d'attendre et de recopier la correction. Donc, essayez tout seul, étape par étape, de répondre à toutes les questions de l'activité. Et puis, on se retrouve après pour voir la suite ensemble. Je vous laisse mettre pause. Allez, je considère que vous avez bien travaillé et on va essayer de répondre aux questions ensemble. Tout d'abord, je vais utiliser le logiciel. Donc ce logiciel, on a dit qu'on allait aller dans un premier temps dans la partie rapport sexuel et puis dans un deuxième temps, on ira dans la partie les méthodes de contraception. Donc en cliquant ici sur le cycle de la femme, je vais pouvoir mimer un rapport sexuel aux différentes périodes du cycle. Je sais, puisque je l'ai étudié précédemment, que lorsqu'un cycle dure 30 jours, eh bien l'ovulation de la femme a lieu 14 jours avant la fin du cycle, c'est-à-dire 30-14 au 16e jour. Ça veut dire que si je clique au 7e jour, c'est ce que je vais faire, je libère les spermatozoïdes dans le vagin, donc j'imagine qu'il y a le rapport sexuel, et je sais que l'ovaire a ovulé, du coup il y a bien un petit ovule. Je me doute de ce qui va se passer lorsque le spermatozoïde entre à l'intérieur de l'ovule,
une barrière infranchissable se met en place pour les autres, donc un seul spermatozoïde peut rentrer. Et vous voyez qu'ici, on a un petit embryon qui s'est formé et qui migre dans la trompe. Cet embryon va venir ensuite s'accrocher à la muqueuse de l'utérus. C'est ce qu'on appelle la nidation et il va s'accrocher pour plusieurs mois. Donc bien évidemment, si une femme et un homme ont un rapport sexuel le jour de l'ovulation de la femme, eh bien ce rapport sexuel pourra aboutir à une fécondation et à un embryon. Maintenant, est-ce que ça marche les autres jours du cycle? Alors, admettons que je clique à la fin du cycle de la femme. Je libère les spermatozoïdes, ils se déplacent le long de la trompe, mais vu que c'est la fin du cycle, l'ovule a été libéré il y a déjà plusieurs jours, le sac ici, le follicule est vide, donc lorsque les spermatozoïdes arrivent, plus d'ovule. Les spermatozoïdes, ils peuvent attendre plusieurs jours, mais on voit qu'au bout d'un moment, eh bien, eux aussi, ils disparaissent. Aucune fécondation n'est possible. Si je clique au tout début du cycle de la femme, eh bien là, je m'aperçois, alors, ce qu'on voit ici, bien sûr, c'est la paroi qui se décroche, c'est-à-dire que ce sont les règles, et on voit que lorsque les spermatozoïdes arrivent, l'ovule est toujours dans son petit sac, il n'est pas mûr, il n'est pas sorti. Les spermatozoïdes peuvent attendre plusieurs jours, mais là aussi, rien ne se passe. Donc, ils s'autodétruisent avant que l'ovule soit libéré. Maintenant, on va essayer d'être un peu plus précis. On sait que l'ovulation a lieu au 16e jour du cycle. On va essayer quelques jours après, quelques jours avant pour voir si ça marche quand même. Essayons par exemple le 17e jour du cycle. Ah, on voit que l'ovule est encore présent. Ça veut dire que l'ovule, eh bien, il peut rester dans la trompe 24 heures. Un jour après l'ovulation, il est toujours là. Ça veut dire que si le rapport sexuel a lieu le lendemain de l'ovulation de la femme, eh bien, ça peut aussi faire une fécondation. Essayons le 18e jour. Ah, malheureusement, plus d'ovule. Ça veut dire que ça ne marche plus. L'ovule ne reste pas 48 heures, il reste plutôt en moyenne 24 heures. Ça veut dire que 2 jours après l'ovulation, un rapport sexuel ne permettra pas d'obtenir un embryon. Essayons quelques jours avant. On sait que l'ovulation a lieu le 16e jour, essayons le 15e jour. Les spermatozoïdes arrivent, ils peuvent rester un jour dans les trompes, donc on voit qu'ils pourront rencontrer un ovule. Essayons le 14e jour du cycle, c'est-à-dire 2 jours avant l'ovulation. Bingo, ça fonctionne. Essayons 3 jours avant l'ovulation. Bingo, ça fonctionne aussi. Essayons 4 jours avant l'ovulation. Encore bingo. Essayons 5 jours avant l'ovulation. Oui, essayons 6 jours avant l'ovulation. Ah, là, nous voyons au 10e jour, l'ovule est à l'intérieur de l'ovaire, les spermatozoïdes arrivent, mais ils ne vont pouvoir résister que 5 jours avant de se détruire. Je ne dis pas qu'ils meurent parce que ce sont des cellules, je dis donc qu'ils vont se détruire. Vu que l'ovulation a lieu le 16e jour, si les spermatozoïdes arrivent le 10e jour, eh bien ils seront détruits avant l'ovulation. Ça ne fonctionne donc pas. Ça veut dire que finalement, on ne peut pas avoir une fécondation de façon aléatoire dans le cycle d'une femme. Il va falloir qu'il y ait un rapport sexuel à un moment bien précis. Ce moment, c'est ce qu'on appelle la période de fécondité de la femme, qui a lieu donc aux alentours de l'ovulation, soit un jour après l'ovulation, soit quelques jours avant, puisque les spermatozoïdes peuvent attendre à l'intérieur des trompes le temps que l'ovaire libère l'ovule. Eh bien, je vais noter tout ça. Je vais retrouver mes réponses sur ma fiche d'activité. C'est parti. D'abord, légender le schéma ci-dessus. Donc, j'espère, ci-dessous d'ailleurs. Donc, j'espère que vous l'avez bien fait. Pour le légender, je vais retrouver les différents éléments. Ici, je reconnais le vagin. Ici, je reconnais l'utérus. J'espère que tout le monde légende, bien sûr, au crayon de papier. Sinon, je vais vous tirer les oreilles. Ici, je reconnais la trompe, c'est la trompe gauche. Je vais écrire trompe, ça me suffit. On va mettre une majuscule quand même pour que ça soit un petit peu plus joli.
Et ici, je reconnais l'ovaire gauche. Le titre, eh bien, il s'agit du schéma de l'appareil reproducteur de la femme. Parfait. Ensuite, petit 2, représenter en noir le trajet des spermatozoïdes après un rapport sexuel et en rouge le trajet de l'ovule après ovulation. Je vous rappelle que lorsque l'on rajoute des flèches sur un schéma ou des couleurs, il faut impérativement rajouter une légende. Donc, je mets une légende. En noir, ça va être le trajet des spermatozoïdes. En rouge, le trajet de l'ovule. Les spermatozoïdes, je vais faire apparaître des petites flèches. Je vais m'en servir. Les spermatozoïdes sont libérés au fond du vagin, à peu près ici. Voilà, lors du rapport sexuel, puisque le pénis, il vient à l'intérieur du vagin, donc il va les libérer par là. Ensuite, ils vont donc traverser le col de l'utérus et ils vont atterrir dans l'utérus. Lorsqu'ils sont ici, en réalité, ils ne savent pas vraiment si l'ovule aura été libéré par l'ovaire droit ou s'il aura été libéré par l'ovaire gauche. Donc, une partie des spermatozoïdes se trompe de chemin. Et l'autre partie a vu juste. Ensuite, ils se déplacent à l'intérieur de la trompe. Jusqu'à l'ovule. Voilà, on va imaginer que l'ovule est ici. L'ovule, lui, il provient de l'ovaire, mais c'est une grosse cellule immobile qui ne peut pas se déplacer. Il y a des cils à l'intérieur des trompes qui vont le pousser pour le faire rouler un petit peu, mais il va arrêter son chemin à l'intérieur de la trompe. Ce qui va ensuite se déplacer le long de la trompe et venir jusqu'à l'utérus, c'est l'embryon, ce n'est pas l'ovule. Eh bien, parfait. Si j'ai fait ça, j'ai niveau expert. Je poursuis. D'après les informations apportées par la partie rapport sexuel, donnez les jours du cycle de la femme durant lesquels les spermatozoïdes, après rapport sexuel, peuvent rencontrer l'ovule. Alors, j'ai vu qu'il s'agissait du 11e jusqu'au 17e jour du cycle de la femme, soit 7 jours au total. Ça veut dire qu'on a une semaine finalement dans le mois, au cours du cycle de la femme, au cours duquel eh bien, un rapport sexuel peut aboutir à un embryon. Précisez pourquoi les spermatozoïdes ne peuvent pas rencontrer l'ovule avant cette période et pourquoi ils ne peuvent pas la rencontrer après cette période. Eh bien, avant cette période, on observe que l'ovule n'est pas encore mûr. Il est dans l'ovaire, il n'est pas sorti. Et après cette période, en général 24 heures après, eh bien l'ovule s'est dégradé. Repérez si tous les spermatozoïdes libérés après éjaculation parviennent à l'ovule et justifiés. Eh bien non, tous les spermatozoïdes ne parviennent pas à l'ovule. Certains sont partis dans la mauvaise trompe et d'autres sont détruits au cours du trajet. Puisque pour les spermatozoïdes, c'est un véritable périple de traverser le col de l'utérus, de traverser l'utérus, de traverser les trompes. Donc s'il présente une petite malformation ou s'il n'a pas assez d'énergie pour faire la distance, eh bien il va être détruit au cours du parcours. Seulement quelques centaines de milliers de spermatozoïdes arrivent jusqu'à l'ovule, à partir des centaines de millions qui ont été déposés au départ. Ça peut paraître peu, mais c'est largement suffisant, bien sûr, puisqu'il y en a un seul qui va permettre la fécondation. Si je vais un peu vite pour répondre aux questions, n'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo. Décrire ce qu'il se passe lors de la rencontre des spermatozoïdes avec l'ovule. Eh bien, lors de la fécondation, un seul
spermatozoïde fusionne avec un ovule. Et cela aboutit à une cellule œuf, puis un embryon. Expliquer le trajet et ce que devient la cellule œuf formée. Eh bien, l'embryon migre le long de la trompe et vient s'accrocher sur la muqueuse de l'utérus. C'est ce qu'on appelle la nidation. On écrira ce mot dans la leçon. Si vous pouviez voyager à l'Antiquité, rédiger un court texte pour démontrer à Échille qu'il avait tort. Eh bien sûr qu'Échille il avait tort, puisque on vient de le reprouver, mais la femme, bien évidemment, participe à la fabrication de l'embryon comme l'homme. Donc moi, je propose d'écrire « Mon cher Échille, vous aviez tort ». Je vais faire disparaître. Hop. La formation d'un embryon nécessite la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule. La femme est donc aussi responsable que l'homme de la formation du futur bébé. Elle permettra aussi son développement au cours des 9 mois de grossesse. C'est-à-dire qu'il avait raison sur les mois de grossesse, sur ce qui lui, il appelait, pour reprendre ses termes, le fait que la femme est la nourrice du germe versé en son sein, c'est vrai. Mais le fait que le père engendre l'embryon, ça c'est faux. Il faut bien la rencontre à la fois d'un ovule et d'un spermatozoïde pour fabriquer un embryon. À partir de maintenant, on sait les conditions nécessaires à la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule. On va passer une partie toute différente. On va voir comment empêcher la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule. Puisque bien sûr, un homme et une femme ne veulent pas forcément avoir un bébé à chaque rapport sexuel. Et il va donc falloir parfois utiliser des moyens pour empêcher cette rencontre. C'est ce qu'on appelle les moyens de contraception. C'est la dernière partie. Pour faire cette partie-là, on va utiliser notre logiciel et on va utiliser cette partie, les méthodes de contraception. Ça nous permet de voir les méthodes les plus utilisées en France. À ex aequo arrive la pilule et le préservatif. En numéro 2 arrive le stérilet. Et en numéro 3, d'autres méthodes comme ici le diaphragme et les spermicides. On va d'abord voir comment ils fonctionnent et ensuite on complétera notre tableau. On va commencer par la pilule. La pilule, on a mis à côté ou implant, mais en réalité, c'est la même chose pour toutes les méthodes de contraception hormonale. Les hormones sont fabriquées naturellement dans le corps de la femme. Il existe des hormones féminines, il existe aussi d'autres types d'hormones. Une hormone, c'est une substance chimique qui passe par le sang. On en reparlera en troisième. Mais en tout cas, les hormones sont fabriquées naturellement par le corps de la femme et pour modifier le fonctionnement de l'appareil reproducteur de la femme, on va pouvoir utiliser des hormones chimiques cette fois-ci, des hormones que la femme va pouvoir soit avaler, c'est le principe de la pilule, soit qu'ils vont pouvoir diffuser directement dans son sang, c'est le principe de l'implant, mais c'est aussi le principe de ce qu'on appelle le stérilet hormonal ou encore de l'anneau vaginal. Il existe donc plusieurs techniques qui fonctionnent de la même façon que la pilule. Il faut savoir que tous ces moyens de contraception, c'est à l'homme et la femme de choisir parmi eux celui qui leur convient le mieux. Selon les individus, eh bien, certains vont préférer l'utilisation de la pilule ou de l'implant ou de l'anneau vaginal ou du stérilet hormonal. D'autres vont préférer le préservatif, d'autres vont préférer le stérilet au cuir, d'autres vont préférer le diaphragme et les spermicides. Cela dépend des personnes. Comment fonctionne la pilule ou les moyens contraceptifs hormonaux? Eh bien, voici le cycle d'une femme qui prend une pilule. Vous voyez que le cycle de sa muqueuse se passe normalement. Elle a eu ses règles au début de son cycle. Ensuite, la muqueuse s'est épaissie, prête à accueillir un embryon. Et ensuite, à la fin de son cycle, eh bien, à nouveau,
sa muqueuse va se détruire. Si vous êtes fin observateur, vous avez pu constater qu'au niveau de l'ovaire, il ne se passe rien. Les substances chimiques que l'on trouve, donc les hormones que l'on trouve à l'intérieur de la pilule, eh bien, vont empêcher l'ovaire de fonctionner. Il n'y aura donc pas d'ovulation. S'il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas d'ovule dans les trompes. Donc, même s'il y a un rapport sexuel, les spermatozoïdes ne rencontreront jamais d'ovule. Ce moyen de contraception fonctionne à 100%. Parfois, cela ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ce moyen de contraception nécessite d'avaler un comprimé chaque jour. Donc, vous voyez ici, c'est une plaquette de pilules. Cette plaquette est constituée de plusieurs comprimés. Chaque jour, à peu près à la même heure, il faut prendre un comprimé. Mais certaines personnes oublient de prendre ce comprimé. Et lorsque, pendant plusieurs heures, on a oublié un comprimé, eh bien, nous ne sommes plus protégés. Il faudra donc utiliser un autre moyen de contraception. Ça, c'est l'implant. C'est ce petit bâtonnet qui contient les mêmes substances chimiques qu'il y a dans ces comprimés, sauf que cette fois-ci, au lieu d'avaler les substances chimiques, eh bien, on met cet implant sous la peau. Donc, quand je dis « on », il s'agit bien évidemment d'un médecin, le médecin spécialisé de l'appareil reproducteur de la femme, c'est ce qu'on appelle le gynécologue, va insérer ce petit bâtonnet qui contient les substances chimiques sous la peau. Donc, en général, c'est une incision qu'on fait au niveau du bras. Et ce petit bâtonnet va rester là pendant 2 ans. Il va pouvoir délivrer jour après jour les mêmes substances que la femme pourrait ingérer en prenant des pilules. Donc ici, il s'agit de la pilule et ici d'un implant. Comme je vous l'ai dit, il y a d'autres moyens de contraception. Il existe aussi l'anneau vaginal, qui est un petit anneau que la femme peut introduire dans son vagin et qui va faire la même chose que l'implant. Il va délivrer aussi des hormones. Ou il existe aussi le stérilet qui peut délivrer des hormones. Dans tous les cas, ces moyens de contraception hormonaux, eh bien, ils contiennent une substance chimique qui empêche l'ovaire de fonctionner. Il n'y a donc pas d'ovulation. Si on l'utilise comme il faut, la pilule fonctionne dans 100% des cas. Mais il faut faire très attention à prendre un comprimé par jour à la même heure. Deuxième moyen de contraception. Il s'agit, vous l'avez sûrement reconnu, du préservatif. Comment fonctionne le préservatif? Eh bien, assez simplement. Vous voyez ici qu'il a constitué, donc là, il est autour du pénis et il a constitué une barrière mécanique, une barrière physique entre les spermatozoïdes et l'appareil reproducteur de la femme. Donc, il n'y a pas de contact direct, en fait, entre le pénis et entre le vagin. Le préservatif est aussi utilisé pour protéger de ce qu'on appelle les IST, les infections sexuellement transmissibles, puisqu'il empêche justement les microbes qui pourraient y avoir dans le vagin ou qui pourraient y avoir dans le sperme d'entrer en contact. Donc un homme ne peut pas transmettre ces microbes à la femme et la femme ne peut pas transmettre ces microbes à l'homme. C'est un moyen de contraception qui sert aussi donc comme moyen pour éviter les IST. Ce qu'on voit ici dessiné, c'est le préservatif masculin. Il faut savoir qu'il existe aussi le préservatif féminin. Le préservatif féminin fonctionne de la même façon, c'est-à-dire qu'il va constituer une barrière, mais lui, il vient se déposer à l'intérieur du vagin. C'est donc la femme qui le met en place. Il a 2 anneaux, elle enfonce un anneau au fond de son vagin, comme ça il va être bien mis en place, et elle en laisse un à l'extérieur pour protéger la vulve. Ce qui fait que lors d'un rapport sexuel, eh bien là, à nouveau, le pénis n'entre pas directement en contact avec le vagin et on a à nouveau une barrière qui bloque les spermatozoïdes au fond du vagin. Sur ma fiche d'activité, je vais donc ici noter que c'est un préservatif féminin et celui-ci un préservatif masculin. Le préservatif masculin, il est accessible même en grande surface. Le préservatif féminin, on peut le trouver seulement en pharmacie. Donc leur fonctionnement, c'est exactement le même. Ils, avec un S, je parle des préservatifs féminins et masculins,
constitue une barrière pour empêcher les spermatozoïdes d'atteindre l'ovule. Nous allons passer à ce petit dispositif. Peut-être que vous le connaissez. C'est ce qu'on appelle le stérilet. Celui-ci, c'est le stérilet au cuivre. Dispositif intra-utérin aussi, on appelle ça le DIU. Les spermatozoïdes traversent le col de l'utérus. Lorsqu'ils arrivent près du DIU, près du stérilet au cuivre, vous voyez que les molécules de cuivre ont un effet destructeur sur les spermatozoïdes. Parfois, c'est très rare, mais un spermatozoïde arrive à passer. Il peut donc y avoir une fécondation, l'embryon se déplace, mais lorsqu'il arrive dans la cavité de l'utérus, regardez, il ne parvient pas à s'accrocher à l'utérus. S'il ne s'accroche pas, il ne peut pas y avoir de grossesse. Donc sur notre fiche d'activité, on peut noter, il y a une petite erreur ici, c'est le stérilet au cuivre qu'on appelle aussi DIU, dispositif intra-utérin, et il fonctionne de deux façons. D'une part, il détruit les spermatozoïdes, ce sont les molécules de cuivre qui font ça. Et d'autre part, si jamais quand même un spermatozoïde est passé et qu'il y a une fécondation, il va empêcher l'embryon de s'accrocher à la muqueuse de l'utérus. Et enfin, le dernier dispositif, vous voyez qu'ici, il y a une crème, c'est ce qu'on appelle une crème spermicide, accompagnée d'une espèce de petit bouchon qui a été introduit au fond du vagin, devant le col de l'utérus. Comme tout ce qui se termine en ide, des homicides, des insecticides, des fongicides, des herbicides, ça veut dire ide, ça veut dire cette terminaison qu'il y a un effet qui extermine, et sperme, ça veut dire que ça va exterminer les spermatozoïdes. Donc cette crème va détruire les spermatozoïdes, et ce bouchon, il a un effet tout simplement physique, c'est-à-dire que les spermatozoïdes ne vont pas pouvoir passer, ça constitue une barrière. C'est donc une double protection pour être sûr d'être efficace. Donc sur notre activité, ici, on écrit diaphragme plus spermicide et le mode d'action. On va noter que la crème spermicide détruit les spermatozoïdes et que le diaphragme empêche de traverser le col de l'utérus. Le diaphragme et les spermicides sont disponibles en pharmacie. On a oublié de préciser, mais l'implant et la pilule ne sont pas disponibles sans ordonnance. C'est-à-dire qu'il faut une ordonnance soit de son médecin généraliste, soit du spécialiste de l'appareil reproducteur de la femme, c'est-à-dire du gynécologue. Sans cette ordonnance, le pharmacien ne pourra pas vous donner de pilule ou d'implant. On a terminé l'activité. Comme à la fin de chaque activité, on doit s'auto-évaluer sur une compétence. Ici, c'est la compétence C7, avoir un esprit critique. On a réussi à acquérir cette compétence si on a été capable d'argumenter à partir d'informations choisies et pertinentes pour expliquer les conditions nécessaires à la fécondation. C'est-à-dire qu'on a trouvé tout seul les jours auxquels une fécondation était possible, on a trouvé tout seul ce qui l'advenait de la cellule œuf, on a trouvé tout seul ce qui pouvait empêcher la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule. Dans ce cas-là, le petit curseur, il peut aller sur la droite. Si malheureusement, on est parvenu à répondre à aucune question, bien dans ce cas-là, petit curseur à gauche. Si on est parvenu, mais avec des difficultés, on peut mettre le curseur au milieu. Nous avons donc terminé notre activité. On va pouvoir écrire sous le titre la leçon. Je la lis avec vous et n'hésitez pas à mettre pause pour la recopier. On l'écrit à droite. Lors d'un rapport sexuel, les spermatozoïdes de l'homme sont déposés dans le fond du vagin de la femme. Ils remontent dans l'utérus, puis dans les trompes.
Si le rapport sexuel a lieu pendant une certaine période, dite période de fécondité, aux environs de l'ovulation, il peut y avoir rencontre entre un ovule et un spermatozoïde, puis fusion de leur noyau. C'est la fécondation. Elle aboutit à la formation d'une cellule œuf qui descend dans les trompes, puis dans l'utérus. Au cours de son trajet, elle se divise et forme un jeune embryon de plusieurs cellules. L'embryon se fixe dans la paroi ou muqueuse de l'utérus, c'est la nidation. Grâce à cette activité, on a pu également découvrir le grand B. Donc nous pouvons aussi noter en dessous, grand B, les moyens d'empêcher l'union d'un spermatozoïde et d'un ovule. Et on peut noter la leçon. Donc c'est la même activité que celle que nous venons de faire. Cette activité, elle possédait deux parties. Leçon. La contraception représente l'ensemble des méthodes ayant pour but d'empêcher une grossesse en cas de rapport sexuel. La diversité des méthodes permet à chacun de choisir celle qui lui est la plus adaptée. La diversité, ça veut dire qu'il y a de nombreuses méthodes de contraception, donc on peut choisir celle qu'on préfère. En cas de rapport sexuel non ou mal protégé, il existe un moyen de contraception d'urgence, la pilule du lendemain. Mais attention, son efficacité n'est pas certaine. On n'en a pas parlé, mais il existe une pilule à usage unique, c'est-à-dire une seule pilule que l'on prend lorsque on a eu un rapport sexuel mal protégé. C'est-à-dire lorsque, par exemple, on s'aperçoit au dernier moment qu'on avait oublié de prendre notre comprimé de pilule le matin et qu'on a eu un rapport sexuel le soir, il risque d'avoir une fécondation. Ou lorsque, par exemple, on a utilisé un préservatif, mais qu'on l'a mal utilisé et qu'il s'est, par exemple, déchiré, du coup, il risque aussi d'avoir une fécondation. Dans ce cas-là, on peut aller en pharmacie, acheter une pilule du lendemain. Cette pilule, elle a usage unique, donc il y a un seul comprimé à avaler. Cette pilule, elle contient des hormones en très grande dose, et donc elle va perturber tout le cycle de la femme, c'est-à-dire modifier le cycle de son utérus et modifier aussi le cycle de son ovaire, afin d'éviter qu'il y ait une ovulation, ou alors éviter qu'il y ait la nidation, c'est-à-dire que l'embryon puisse s'accrocher à la muqueuse de l'utérus. C'est un moyen à n'utiliser qu'exceptionnellement, puisqu'il perturbe énormément les cycles de la femme. Donc la femme ne peut pas l'utiliser à chaque rapport sexuel, sinon elle serait très largement perturbée. La prochaine fois, nous verrons comment l'embryon se développe et comment nous aboutissons à la naissance d'un bébé. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Donc nous venons de terminer notre grand A et notre grand B. On a fait une pierre deux coups. J'espère que ce n'est pas allé trop vite. Si c'est allé trop vite, n'hésitez pas à repasser la vidéo une autre fois, à faire des pauses pour corriger votre activité, à faire des pauses pour faire des recherches vous-même, à regarder les animations et à faire des pauses pour recopier la leçon. J'espère que tout va bien. Je vous souhaite de poursuivre comme il faut et je vous dis à bientôt.